It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say, it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay. Good! Cet épisode est présenté par notre sponsor officiel de la saison 4 de La Voix des Grimpeurs, Chalk Factory. Donc, pour toutes les personnes en fait qui ont des besoins de magnésie en poudre d'escalade, Chalk Factory, en fait, c'est vraiment une compagnie qui est québécoise, qui encourage justement le marché local au niveau de la poudre d'escalade. Donc, c'est un fier supporter de La Voix des Grimpeurs podcast. Puis dites-vous que si vous les encouragez, si vous achetez avec eux autres, c'est comme si vous nous encouragiez nous autres. Donc, Chalk Factory pour la meilleure chalk au Québec. L'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre fier sponsorship depuis en fait 3 saisons, la boutique en ligne Delire. Donc, si honnêtement vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil sur la boutique en ligne Delire, moi je vous conseille fortement d'aller regarder. Il y a tellement de stock, là, fait que ce soit au niveau des souliers d'escalade, que ce soit au niveau de la chalk, que ce soit au niveau des harnais, pour tout ce qui est trad, pour tout ce qui est sport, block, crash pad. Honnêtement, c'est pas compliqué, ils ont tout. On a un code promo qui offre justement le prix de quelqu'un qui est abonné au Délire à toutes les personnes justement qui sont sur le show La Voix des Grimpeurs podcast. Donc avec le code LVDG10, vous allez avoir 10% sur tout ce qu'il y a en stock, qui font de la livraison un petit peu partout à travers la province du Québec. Puis même pour les grosses commandes, il y a possibilité de faire des commandes en Europe. Donc allez checker sur la boutique en ligne Délire. Puis comme je l'ai dit tout le temps, acheter sur la boutique en ligne Délire, c'est encourager La Voix des Grimpeurs podcast. Ça nous aide énormément. Et l'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre sponsor officiel, The On-Site. Donc, The On-Site, c'est quoi? C'est une usine à gym d'escalade qui font affaire un petit peu partout en Europe et au Québec. Donc, c'est le fun parce qu'ils croient vraiment à la vision de La Voix des Grimpeurs qui est de rassembler la communauté de grimpe francophone un petit peu partout à travers la planète. Puis, ils font affaire un petit peu partout à travers la planète avec leur gym. Donc, que ce soit pour créer un nouveau gym, que ce soit pour acheter des prises, pour tout ce qui est aussi projet sur mesure, ça vaut vraiment la peine de faire affaire avec eux. Donc, si vous voulez une cotation, ça va être sur le site suivant, donc theonsite.com, donc theonsite.com. Donc, vous ne serez pas déçus parce qu'ils ont l'escalade à cœur comme nous autres aussi avec La Voix des Grimpeurs podcast. Donc, merci The On-Site de pouvoir rendre ce projet-là possible. Puis pour n'importe qui a des cotations, que ce soit en Europe ou au Québec, theonsite.com. Donc, bon épisode. Good. Donc, bon matin à tous et à toutes sur cet bel épisode de La Voix des Grimpeurs. En fait, comme j'ai dit tout le temps, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone un petit peu partout à travers la planète. Puis, pour moi, en fait, présentement, c'est bon matin, mais pour les personnes qui nous écoutent en Europe, normalement, c'est 6 heures plus tard. Donc, bon après-midi ou bonsoir, dépendamment de c'est qui nous écoute, que ce soit des gens au Québec ou que ce soit des gens dans la francophonie en Europe. Puis, en fait, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, si vous aimez le show, puis si vous appréciez en fait ce que vous écoutez ou que ce que vous voyez, la principale chose qu'on demande juste, c'est que vous soyez capable de nous donner un commentaire, un 5 étoiles sur les balados-diffusions, sur YouTube, etc., parce que ça nous aide énormément à faire grandir la plateforme. Puis on travaille vraiment fort derrière ce projet-là. Donc aujourd'hui, j'ai la chance en fait d'avoir Dylan Choix, qui est un champion en fait de difficulté en Europe, qui va nous parler un petit peu de son parcours rocambolesque en fait des dernières années par rapport à une blessure qu'il a eue, par rapport à ses performances. Dylan, tu sais, je sais qu'il a grimpé V15 en bloc, puis 5-15 en difficulté. Donc, 8A, en fait, je pense que c'est 9A plus en difficulté, Ah, plus, puis 8C en bloc. Moi, je suis plus habitué avec les cotations exactement. plus à l'américaine, fait que je Ouais, pense qu'on ouais, va ouais. avoir, on va avoir beaucoup de... j'ai comme une petite charte en plus sur mon téléphone, tu sais, que je peux, j'ai comme, je peux comme comparer les deux, là, comme ça, quand mon cerveau, il y a comme de la misère à faire la translation, là, je peux la regarder, mais c'est ça, fait qu'on va parler de plusieurs choses. On va parler d'un petit peu de mindset, de nutrition aussi, peut-être un petit peu. On va parler aussi de son apparition, en fait, sur la chaîne YouTube Mello, qui est une chaîne reconnue mondialement pour l'escalade. Fait que bienvenue.
Dylan, je suis vraiment content que tu aies accepté de venir sur le podcast. Je pense qu'on va avoir bien du fun dans dans la discussion. Ben, avec plaisir. Voilà, moi c'est Dylan. J'ai 23 ans, j'habite en Suisse. Et Yeah. puis je grimpe depuis un peu plus de 10 ans. J'ai commencé à 12 ans un peu par hasard l'escalade, puis j'ai Mhm. jamais arrêté depuis. OK. Et, euh, et voilà, j'ai grandi à Genève. Mhm. Depuis quelques années, je me suis installé en Valais pour être un peu plus proche des falaises et puis vivre de ma passion. Mhm. Travailler aussi un peu dans les salles d'escalade, grimper.ch en ouverture. Ouais. Voilà, ça fait quelques années que je vis vraiment de ma passion et je suis content comme ça. Nice, j'adore ça. Puis c'est hot parce que juste là, avec ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une genre à une question là, qui est beaucoup. Tu sais, moi, je parle à beaucoup de. Tu sais, j'interviewe beaucoup de grimpeurs là, qui ont atteint des hauts niveaux. Puis un des points en commun que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de grimpeurs qui justement déménagent ou qui se rapprochent, si on veut, de la roche là, pour pouvoir grimper le plus possible. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fait justement pour te donner le plus de chances possible de pouvoir grimper un maximum de temps ou ça n'a même pas rapport? Ouais, alors j'ai déménagé en Valais parce que depuis que j'étais petit, même avant Ouais. de grimper, c'est un endroit que j'appréciais. OK. J'y, j'y allais souvent en vacances avec la famille Mhm. et on skiait beaucoup là-bas en fait quand j'étais petit. Ouais. Depuis petit, je me suis dit, ouais, mais j'aimerais habiter en Valais quand je serai grand. Et voilà. Et après, forcément, ben, c'est beaucoup mieux pour les falaises et puis pour grimper. Je me suis aussi rapproché naturellement pour l'escalade. OK. Nice, cool. Fait que, ben, en fait, je suis vraiment content. Puis là, je comprends bien, tu as 23 ans. Je pensais que tu étais plus vieux que ça. J'étais sûr que t'avais comme. Moi, j'ai 29 là. Je pensais que t'avais comme 6 ans. Mais crime, c'est hot. Fait que ça fait combien de temps que tu grimpes? T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 12 ans. OK. Fait que fait que ça fait 11 ans, dans le fond, que tu Ça fait grimpes, 11 là. ans, ouais. Est-ce que tu considères Ouais, que c'est exact. commencé tard, ça, ou que c'est comme dans la moyenne pour les gens qui ont atteint, mettons, Euh, du V15 et puis 5-15 en montant? ouais, je pense que je suis pas celui qui a commencé le plus tard, mais Mhm. je pense que on peut pas dire que j'ai commencé tôt. OK. Moi, je fais un petit peu de coaching en Suisse Ouais. et tous les jeunes qui performent un peu, ils grimpent depuis l'âge de 3 ans, 4 ans. Donc, Exact. euh, non, moi, je trouve que j'ai commencé tard et j'ai un petit regret là-dessus, mais après, voilà, j'ai pas non plus une famille de grimpeurs, donc j'ai OK. déjà de la chance d'être tombé sur l'escalade un peu par hasard. OK. Et voilà. J'ai une famille qui est très sportif, aussi un peu dans le milieu de la montagne, mais pas d'escalade spécifique, quoi. OK. Nice. Puis, au niveau de ta progression en escalade, là, tu sais, mettons, on va dire tes 3 4 5 6 premières années, est-ce que ça a été est-ce que ça a vraiment été une pente montante très rapide ou ça a été quand même assez. Est-ce que tu étais talentueux à la base ou est-ce que t'as vraiment. Ça a pris plus de Je temps, si saurais on pas veut, que trop, d'autres? je saurais pas trop répondre à cette question parce que moi, quand je grimpais, j'étais un peu le jeune de la salle et, et, et dans le club, j'étais toujours un peu dans les plus forts. Donc, j'aurais eu tendance à dire que je progressais vite. Mais après, forcément, j'ai rapidement fait des compétitions internationales et à l'international, je me sentais hyper en retard. En fait, suivant où tu te situes, on aurait pu dire que j'étais talentueux et je progressais rapidement. Mais suivant ce que je visais, typiquement, je visais vraiment l'international. Et Mhm. là, je me sentais vraiment pas assez fort et pas du tout progressé assez. OK. Et voilà, je pense que j'ai des talents naturels, un peu en termes de gestuelle, etc. Mais par contre, en termes de physique, en termes de prise de force max, j'ai pas du tout de talent. J'ai beau m'entraîner, OK. je ne prends pas en force max. Alors, All il y right. en a beaucoup comme ça. C'est Ouais. marrant parce que dans l'escalade, je trouve il y a vraiment les deux profils. Il y a les profils où t'as beau faire ce que tu veux, t'as beau boire tout ce que tu veux, fumer tout ce que tu veux. Si t'es né pour être fort physiquement, tu seras toujours fort physiquement. Mhm. Et t'en as qui s'entraînent comme des malades et qui resteront faibles toute leur vie et qui feront avec. Puis après ça, dans le fond, c'est juste de l'accepter, d'accepter où c'est que tu te situes par Voilà, rapport à tout ça.
Bah, c'est ça qui est beau aussi dans notre sport, c'est que c'est tellement complet qu'il faut pas être fort que dans une filière, quoi. Il faut être fort partout, il faut être fort techniquement, il faut Mhm. avoir de l'endurance, il faut être fort physiquement, et voilà, il faut avoir plein de qualités. Et puis c'est ça qui est génial dans notre sport, c'est que ça exclut personne, quoi. Exact. Puis c'est ça qui est cool aussi, c'est que tu vois comme Chris Sharma, je pense il a grimpé sa voie la plus difficile à comme 44 ans, quelque chose comme ça. Tu sais. Fait que c'est hâte de voir que même si tu vieillis, tu sais, à partir de 40 50 ans, tu peux encore performer parce que oui, peut-être que tu es un petit peu moins fort physiquement que quand tu avais, on va dire, 22 25 ou dans la vingtaine. Mais tactiquement, stratégiquement, puis mentalement, etc., tu développes tellement un bagage complet qui fait en sorte que même si tu es un petit peu moins fort dans une certaine partie, ben les autres parties viennent comme contrebalancer ces choses-là, tu sais. Fait que c'est vrai, t'as raison, c'est vraiment cool. Ouais, et Mhm. puis quand tu as un gros projet en falaise, alors oui, c'est sûr que l'aspect physique est hyper important et quand tu vieillis, ben, tu le ressens, je pense. Mhm. Mais mais il y a plein de falaisistes professionnels qui, dépassés la trentaine, sont à leur prime et sont au plus fort et font leur voie les plus dures parce qu'il y a une sorte de process, il y a aussi une expérience qui rentre en compte. Et Mhm. ça, c'est cool. Alors que dans beaucoup de sports, à partir de 30 ans, tu es vraiment dans les vieux. C'est Et vrai. ça, en escalade, tu peux avoir ce phénomène-là un peu plus en compétition parce que le style, il change beaucoup, on le voit. Ouais. Mais en falaise, tu peux vraiment performer et être à ton plus haut niveau à 30 ans ou peut-être même 35 ans. Ouais. Voilà, ça dépend aussi de toi. C'est C'est vrai, t'as ça qui est, c'est raison. ça qui est cool. Good. Ça peut être des Et- carrières qui ouais. se rallongent un peu, quoi. Ouais, c'est vrai, ben c'est ça, exact. Puis c'est ça, parce que c'est un sport qui est tellement complet, là. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir comment toi tu vas, dans les prochaines années, comment tu vas vieillir, parce que toi, tout est encore super jeune, là. Tu sais, on dirait que je me sens vieux en parlant en ce moment, mais tu sais, t'as 22, Non. j'ai 29, mais bref, en tout cas, j'ai hâte de voir aussi que tu vas te situer dans ta trentaine, là. Mais c'est vrai qu'en falaise, tu sais, la roche, elle reste là, tu sais. Dans 20 ans, ça va être la même roche, alors que c'est vrai que le, 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 le style de compétition, juste dans les 5 dernières années, ça l'a méga évolué, puis ça l'a méga changé, là. Fait que, très cool. Fait que la première question que j'avais préparée, Ouais. c'est justement, ben, en fait, tu avais fait une apparition sur la chaîne Mello pour ton enchaînement de Big Nose, en fait, le V15, là, qui est comme ton first ascent, ta première ascension Mhm. en francophone. En fait, j'aimerais ça que tu me parles du processus de tout ça, d'ouvrir justement un bloc, tu sais, vraiment, parce que tu sais, c'était quand même, j'imagine, dans tes cotes assez limites. V15, là, je pense pas que tu avais grimpé de V16 dans le passé. Mais ça a été comment émotionnellement, puis tactiquement, puis au niveau de comment ça s'est passé, tout ce processus émotionnel-là pendant pendant ton first ascent? Euh, alors, ce bloc-là, en fait, moi, je suis pas du tout un bloqueur à la base. Mhm, Je suis vraiment un falaisiste. Et, euh, et du coup, j'avais pas du tout prévu de m'investir un peu dans un bloc, mais voilà, le bloc, je trouve vraiment classe quand tu arrives devant une ligne et elle te prend un peu aux tripes et tu te dis, waouh, la ligne, elle est folle et il faut la faire, il faut qu'elle existe. il faut que Et quelqu'un c'est ce la qui s'est fasse. passé un peu quand. Ouais, et c'est ce qui s'est passé en fait quand j'ai vu cette ligne. En fait, j'étais passé plusieurs fois devant, même il y a plusieurs années, parce qu'elle est sur un bloc qui est très connu. Mhm, Et sauf que la ligne, moi, j'avais jamais vraiment fait attention et il y en a beaucoup qui n'y avaient pas vraiment fait attention. Et du coup, avec Clément Lachaptois, on a nettoyé un peu la ligne. C'est lui qui m'en a parlé un peu au début. On a nettoyé un peu le bloc, on a nettoyé le caillou. Ça a été un peu une mission pour le nettoyer. Et puis on a commencé à essayer. Alors, ça a été, par rapport à d'autres blocs, ça a été très compliqué de trouver les méthodes. mhm, Il y a beaucoup de 3D et il y a un passage qui nous a paru proche de l'impossible pendant quelques séances. Et en mhm. fait, un jour, j'ai trouvé les méthodes et c'était même plus si dur en fait. Ah ouais. C'était pas du tout. OK. Et là, j'étais, ah, waouh, ok, ça peut faire. Et après, voilà, j'ai mis des runs et j'ai fait en quelques séances. OK. Et c'était cool. C'était pas un long processus, mais c'était un processus cool, quoi. La ligne m'a plu, on l'a nettoyé, on a essayé à deux.
Et puis un jour, je l'ai fait et voilà, OK. c'était très cool. Puis est-ce que avant, dans le fond, que tu découvres ta méthode, tu pensais que ça allait être plus difficile que V15? Ou Moi, bien. je pensais que ça allait être plus dur, ouais. OK. En fait, j'ai même eu des doutes en disant 8C, en disant V15, Ouais. parce que en fait, je l'ai fait vraiment en été et il faisait très très chaud. OK. Et le crux du bloc, il est très à condition. Du coup, pour moi, s'il y avait des bonnes conditions, c'était plus facile. Et donc, je me suis demandé si c'était vraiment V15 avec des bonnes conditions. Et Mhm. voilà, je me suis dit, je dis quand même V15. Certains vont trouver très dur. Il y a quand même des grimpeurs forts qui ont essayé. Ils ont trouvé dur. Je me suis dit, OK. bon, prends pas beaucoup de risques. OK. Puis là, est-ce que c'est ça, tu dirais qu'après tout, est-ce qu'il y a eu beaucoup de répétitions depuis que tu as fait la première Non, il y en a ascension? pas eu. Ah, il n'y en a pas eu pantoute encore? Non. OK. Fait que c'est des gens qui nous écoutent, ça peut être une. Qui grimpent fort, ça peut être une. S'il y en a qui veulent se prêter au jeu, ça peut être une belle opportunité. Peut-être une deuxième ascension. Ça, c'est cool. Puis par rapport ça, justement, c'est une question d'un de nos éditeurs qui m'avait posé quand j'avais fait un post sur la page Instagram. Mais on m'avait posé la question par rapport à la chaîne Mello. Est-ce que c'est eux qui t'ont approché ou c'est toi qui es allé vers eux pour leur envoyer le vidéo que tu avais fait? Est-ce que ça a été compliqué le processus pour avoir ton vidéo affichée sur. Bon, ça dépend. En fait, dans l'organisation Melo, il y a Giuliano, un Hmm, grimpeur suisse que je connais bien, que je pense tout le monde connaît. ouais. Et dans le passé, pour des blogs que j'avais déjà fait, on avait déjà discuté de mettre la vidéo sur Melo. Et en fait, voilà, si d'un coup ils voient qu'il y a un truc cool, bah, ils vont peut-être t'envoyer un message. Ou toi, tu peux aussi leur envoyer un message pour leur proposer. Et ils décident entre eux. Là, en l'occurrence, personne connaissait la ligne, donc j'ai envoyé à Giuliano et je lui ai dit, voilà, ça vous intéresse. Ils ont Mhm. dit oui et pas plus compliqué que ça. OK. Ça n'a pas été En fait, si compliqué que si ça, la ouais. ligne est, ouais, si la ligne est cool, que la vidéo est un peu cool, euh, et que voilà, c'est un bloc un peu dur, il n'y a pas trop de raison qu'ils ne veuillent pas OK. mettre, je pense. Non, c'est ça, exact. Puis, mais j'ai remarqué aussi que tu sais, les vidéos mélo, c'est un style tu sais, qui est quand même assez particulier, là. C'est souvent comme du style vraiment raw. C'est quand même très. Tu sais, c'est très. Comment je pourrais dire ça? Tu Mhm. sais, il n'y a pas trop de flafla, là. Tu sais, c'est vraiment au naturel. Puis je pense que c'est ça un petit peu la vibe qu'ils veulent garder, là. Puis quand j'ai regardé ton vidéo Ouais, ouais. justement de Big Nose avec du gros SCH en arrière, là, du gros rap français. Parce que moi, c'est la musique que j'écoute beaucoup aussi, là. J'étais comme. Tu sais, j'étais de même, je bondissais de la tête, je trouvais ça nice. Ouais, bah, moi j'aime bien ce genre de vidéos, quoi. Je préfère Ouais, largement ça que des vidéos où on fait du blabla et un peu comme des vieux films de skate. Moi, ouais. c'est ça que je kiffe Ouais, ben c'est ça. Puis comme je vidéo. pense que Mello, tu sais, c'est un petit peu comme c'est comme c'est ça, c'est un petit peu comme les films de skate d'il y a 10 15 ans, là, on dirait, mais pour l'escalade, là. Fait que Exactement, ouais. ça fit vraiment bien, là. Fait que c'est très cool. Ouais, Nice. c'est ça. Puis là, ça fait combien de temps que ce bloc-là il a été ouvert? Ça fait 1 an et demi, je pense, à peu près. Non, 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 je l'ai fait cet été. Ah, c'est cet été, OK. Ouais. OK. Fait que là, avec les Ouais, conditions, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont l'essayer bientôt. Fait que c'est très hot. ouais, ouais, là c'est quand même bientôt la fin des conditions parce qu'en hiver, on peut pas trop monter à Fionnet. Il y a quand même OK. beaucoup de neige. OK. Mais ouais, là, ça grimpe bien en ce moment et c'est bientôt la fin de saison quand même. OK. OK. Puis est-ce que Donc toi, tu voilà. essaies de voyager justement pendant l'hiver à des endroits où c'est que tu peux Alors cet grimper? hiver, ouais, bah j'ai essayé de voyager l'année passée en Espagne, mais j'ai eu des petits soucis de santé, alors j'ai dû Mhm. rentrer. Et, euh, et il y a 2 ans, pareil, je voulais faire un trip dans le sud de la France, mais je me suis blessé juste avant de partir, OK. donc j'ai pas pu non plus. Ouais. Et du coup, là, j'avais un projet au Pic Saint-Loup. Mhm. Euh, J'avais peu de temps, donc je l'ai pas fait, mais j'ai fait d'autres voies cool, et là, je vais rentrer à la maison pour, euh, pour voilà, me remettre en forme et Relaxer travailler aussi, un là. peu. Ah, puis il y a le temps des fêtes aussi qui arrive, là. J'imagine que tu vas prendre ça un petit peu plus relax vers la fin du mois de décembre. Ouais, et puis voilà, je vais aussi déménager. Bon, rester en Suisse, mais je vais déménager, donc ça va me prendre un petit peu de temps aussi. OK. Et voilà. C'est ça qui est cool aussi avec l'Europe. Tu sais, au Québec,
on n'a pas nécessairement accès beaucoup à ça, mais tu sais, exemple, au Québec, l'hiver, tu sais, il fait méga froid, là, tu sais, des moins 20 degrés Celsius à Mhm. l'extérieur, moins 30, il y en a beaucoup. Fait que, tu sais, c'est vraiment impossible là, de faire de l'escalade à l'extérieur. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont en voyage, des fois dans l'Ouest canadien. Tu sais, Squamish, je sais que tu peux grimper quasiment à l'année. Mais en Europe, ce qui est cool, c'est que justement, puis tu me diras si je me trompe, là, mais je pense que les vols à l'interne pour aller un petit peu partout en Europe, c'est pas des vols qui coûtent cher en tant que tels. Justement, je suis allé en Ça Espagne dépend, il y a quelques années, là. Ouais. ça dépend. Pendant les périodes de fête, ça peut coûter cher suivant la destination. OK. Enfin, je pense que si tu atterris à Barcelone pendant les fêtes de Noël, je pense que ça peut coûter cher, quoi. OK. Après, voilà, c'est plus pendant les périodes de fête ou pendant les vacances un peu communes en Europe où ça peut coûter cher. Mais non, c'est clair que c'est pas, les prix ne sont pas excessifs. OK. Après, je prends pas beaucoup d'avions. Je me Mhm. déplace beaucoup avec mon camion surtout. Ouais. Et, et donc voilà, je suis un peu moins concerné par ça. OK. Et, et voilà. Mais je prendrai l'avion pour venir à Squamish un jour. C'est mon rêve d'aller là-bas. T'es pas encore allé? Non, non. Mais Ah, ça, je c'est mon pense que rêve. tu vas avoir du Je plaisir, pense là. que c'est une des destinations que j'ai le plus envie de faire. Ouais. Oh, ouais. Puis ça, moi, je suis allé une fois, puis ça apporte vraiment, tu sais, c'est... Ce que tu penses que c'est ça. C'est vraiment, c'est très, Ouais. c'est nice. Cool. Je voulais qu'on rentre ici dans une question que j'avais préparée qui était un petit peu plus pour les personnes qui veulent vraiment apprendre de toi, en fait, ce que tu as été capable de performer, là, si on veut, dans les dernières années. J'avais déjà fait un épisode avec des grimpeurs de 5,14 A jusqu'à 5,14 D. Euh, Puis j'avais jamais eu encore de personnes sur le podcast qui avaient grimpé dans le 5,15 et plus. Fait que la question, Mhm. c'est la suivante. En fait, selon toi, c'est quoi qu'il faut en fait pour un grimpeur qui grimpe, exemple, 14 plus pour passer dans le 5,15? C'est quoi le gap, selon toi, entre ces cotations-là? Ça, c'est comme on disait au début, l'escalade, c'est hyper complet. Alors, Ouais. ça dépend de chacun. Il y en a, ils sont hyper forts physiquement, bien plus forts que moi, mais ils ont encore jamais dépassé le 8A ou le 5,14. Mhm. Mais, mais en fait, il leur manque un bagage peut-être gestuel ou peut-être qu'il leur manque de l'expérience ou de la technique ou de l'endurance, tout simplement. OK. Et du coup, il faudra travailler sur ces points ou peut-être qu'il y en a que quelqu'un aura tous ces bagages-là mais sera trop faible en tenue de prise et il va falloir qu'il travaille la tenue de prise et fasse un peu de poutre. Mhm. C'est et important, c'est de définir ses points faibles, définir son objectif et de travailler spécifiquement pour cet objectif-là. Mhm. Si par exemple mon projet, je sais pas, ça va être action directe, qui est une voie de 10-15 mouvements sur des monos, bah, je Mhm. vais pas travailler sur de l'endurance de 50 mètres avec que des bacs ou que des arquets, quoi. Exact. C'est contre-productif. OK. Je vais plutôt travailler sur de l'intensité, sur du court. Sur la poutre, je vais plutôt travailler sur des billes et des monos, sur des prises beaucoup plus ouvertes, pas avec les doigts tout le temps fermés. Mhm. Et voilà, pour moi, c'est important de définir son objectif et de travailler en fonction de lui. Et forcément, travailler sur ses points faibles s'il y a quelque chose qui nous manque. OK. OK, c'est nice ça, parce que justement, moi, il y a un grimpeur à Québec là, qui s'appelle Félicien Roy, en fait, là, qui est venu quelques fois sur le podcast, puis lui, il grimpe justement dans le 14. Tu sais, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de voix dans le 14 plus. Puis ce qu'il me disait, c'est que justement, à partir de 5,14, lui, il avait remarqué que au niveau de son entraînement, tu sais, il y avait une plus grosse partie d'entraînement physique qu'avant, Mhm. que dans le passé. Tu sais, il me disait, mettons, qu'on va dire de 5,11 à 5,12, tu sais, c'est vraiment le plus possible, créer la plus grosse pyramide possible. Puis après ça, mettons, à chaque fois que ça augmentait, si on veut, dans les cotes, ben, la partie entraînement prenait une plus grosse partie, là, si on veut, du temps, en fait, qui est alloué pour l'escalade.
Fait que là, dans le fond, ce que Mhm. je comprends bien, c'est que, mettons, pour passer vraiment de 5,14 à 5,15, c'est aussi de l'entraînement, mais de l'entraînement plus spécifique par rapport à tes faiblesses, j'imagine. Puis par rapport aussi à la voie que tu veux grimper, là, parce que rendu là, c'est des projets qui peuvent prendre quand même du temps, j'imagine aussi, là. Bah, c'est ça, c'est de travailler sur ses faiblesses et puis spécifiquement à la voix qu'on essaye, comme je disais, mais le plus important, c'est d'aller dans la voie et de travailler la voie. Si Mhm, la voie, elle est pas loin de la maison et qu'on peut y aller tous les week-ends, eh ben, si c'est vraiment notre objectif, on y va tous les week-ends et on l'essaye. Et mhm, c'est là où, en fait, c'est le meilleur entraînement. Si on veut faire action directe, le meilleur entraînement, c'est d'aller dans action directe. mhm. C'est, c'est sûr que c'est, voilà. Après, on Ouais, peut s'entraîner à la maison et on peut mettre en place des entraînements, utiliser des outils d'entraînement pour progresser spécifiquement à cette voie. Mais le plus spécifique, c'est d'aller directement dans la voie. Ça, exact. C'est ça, ça peut pas être plus spécifique que ça. on peut pas être plus spécifique, non, ça, c'est sûr. Exact. Puis est-ce que toi, tu es plus dans le camp, justement, de s'entraîner sur la voie comme tu viens de dire, ou tu penses que, parce que je sais qu'il y a beaucoup de grimpeurs que eux, ce qu'ils vont se dire de faire, c'est justement plus s'entraîner pour après ça arriver plus près, si on veut, dans la voie. Puis il y a d'autres grimpeurs que, justement, comme ce que tu viens de dire, qui vont dire que c'est mieux pour eux de s'entraîner Bah, carrément sur la voie. ça dépend de où est la voie. Typiquement, Mhm, moi, j'aimerais vraiment trouver une voie plus dure qui me demande du temps, parce que les voies chez moi, j'ai pas passé beaucoup de temps et pour passer au niveau supérieur. Mais c'est pour ça que j'ai préparé des voyages et que je me suis entraîné avant et que mhm, bon, il m'est arrivé quelque chose à chaque fois, malheureusement. mhm, Euh, euh, ben, là, pour l'instant, chez moi, il n'y a pas de voie aussi dure que ce que j'aimerais. Alors c'est pour ça que là, je suis dans le sud de la France. C'est pour ça que je voulais partir en Espagne. C'est pour ça que l'année prochaine, j'aimerais partir en Norvège si j'ai l'argent de partir en Norvège. mhm. Et dans ce cas-là, là, je vais m'entraîner spécifiquement à la maison avant mon voyage OK. pour arriver le plus près possible. Mais si la voie, elle est à la maison, le plus spécifique et le mieux, c'est quand même d'aller dans la voie et de la travailler. Et Hmm. bien sûr qu'après, on peut revenir à la maison, s'entraîner spécifiquement. Voilà, si par exemple, on essaye notre projet, on voit qu'il nous manque considérablement de la tenue de prise, eh ben, pourquoi pas faire un cycle d'un mois d'entraînement sur la poutre, par exemple. Mhm. S'il nous manque considérablement des bras, eh ben, pourquoi pas faire un cycle d'entraînement de bras à la maison. Ouais. Mais le plus spécifique, c'est aussi d'être dans la voie, parce que même si on n'est pas assez fort physiquement pour faire la voie rapidement, on va créer des adaptations et notre corps, il va réussir à faire les mouvements tout seul au bout d'un moment dans la voie, même si on n'est pas très fort physiquement. Mhm. C'est, c'est pour ça qu'il y en a qui mettent 3, 4, 5 ans à faire une voie. Bah, c'est pas forcément qu'ils sont devenus plus forts physiquement, c'est qu'ils sont devenus plus forts dans la voie, parce qu'ils ont travaillé la voie encore et encore et encore. Mhm. Et les moindres petits détails de chaque prise dans les mains, euh, ils ils l'ont appris dans la voie, en fait. Ouais. C'est que maintenant, se pendre sur la Beastmaker 2000 au milieu, bah, c'est très bien, mais cette prise-là, elle sera pas pareille dans la voie. Ce sera Exact. peut-être une meilleure prise, mais il faudra aller plus loin. Ce sera peut-être une plus petite prise, mais il faudra aller moins loin, et puis on ne sera pas habitué. Ouais. Alors, c'est un outil d'entraînement, mais pas statique. C'est clair. Puis ça fait tellement du sens dans le fond ce que tu dis là, parce que c'est vrai que si la voie est à côté de chez toi, ben d'aller dans la voie à chaque fois que tu peux y aller, tu sais, c'est sûr que éventuellement tu vas devenir, tu sais, ça peut pas être plus spécifique là, la fibre musculaire exactement dans la façon dont tu vas te placer, te positionner sur la voie, c'est ça que tu sais, que tu vas améliorer. Mais c'est vrai qu'en voyage, comme tu dis, tu Exactement. sais, on n'a pas la chance de tu sais, d'aller faire la même voie 20 fois là, tu sais, dans un voyage de un mois et demi. Ben, en tout cas, tu sais, à moins de juste faire un projet pendant un mois et demi de temps. Là, mais non, c'est vrai, c'est intéressant. Puis est-ce que tu dirais que c'est la même affaire pour le bloc? Ou le bloc, tu penses que ça Ah oui. nécessite plus de préparation physique avant d'aller sur le bloc? Non, non, pour moi, c'est valable pour le bloc aussi. Après, c'est sûr que, encore une fois, il faut s'entraîner en fonction de ses objectifs. Si on a un trip de bloc à Rockland, Mhm. on va pas s'entraîner pendant 2 mois avant à faire des voies de 50 mètres. Exact. C'est toujours la même histoire. On va s'entraîner peut-être en gros muscles. On va s'entraîner un peu dans les doigts parce que voilà, c'est les principales qualités à avoir en bloc. Mhm. S'entraîner techniquement, c'est hyper important. Garder un peu de séance sur le caillou.
Parce Ouais, qu'on a beau être très fort, si on n'est pas agile sur le caillou, on va pas pouvoir faire des performances, quoi. c'est vrai, t'as raison. J'aime ça. Good. Euh, ce que j'avais préparé aussi après, là, c'est que en fait, tu as grimpé, c'est ça, plusieurs V14 puis V15 dans les dernières années. Euh, Si on parle, là, je t'ai parlé du plateau de, exemple, 5,14 plus à 5,15. Selon toi, parce qu'il y a quand même beaucoup de grimpeurs, tu sais, tu sais, il n'y a pas des millions de grimpeurs, exemple, qui vont grimper V13 dans leur vie, là, si on veut, mais V13, c'est pas une cote qui est comme inaccessible là, pour le commun des mortels. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de grimpeurs que s'ils travaillent vraiment fort, ils vont être capables de grimper ce type de cote-là. Mais j'ai l'impression qu'à partir de V14, V15, là, on commence vraiment à être rendu dans un grade, tu sais, dans des cotes qui sont professionnelles, là, carrément. Selon toi, entre V13 puis V14, 15, ce serait quoi le, le, le- la chose, en fait, là, qui va différencier, exemple, le grimpeur V13 versus V14, 15? C'est compliqué. Pour moi, C'est il y a- tellement nuancé, hein? enfin, ouais, en fait, on en revient au même discours. Si un grimpeur, son projet ultime, c'est de faire tel bloc et il est coté V15, bah, Mhm. il va le travailler encore et encore pendant peut-être 4 ans, il va le faire, mais ça ne veut pas dire que quand il va aller en trip, il va faire des V13. Ça veut dire qu'il se sera tellement entraîné spécifiquement pour ce V15 qu'il va finir par le faire, mais, euh, mais par contre, il ne sera pas forcément assez fort pour faire plein de V13 s'il va en trip, quoi. C'est C'est vraiment, ça, on en revient au même point, en fait. exact. Puis toi, de ton côté, est-ce que quand tu as fait l'accumulation, si on veut, de blocs là, dans ta pyramide là, de cotation, est-ce que, mettons, avant de grimper V14 puis des V15, tu avais grimpé plusieurs V13 ou tu avais vraiment pris des projets spécifiques pour travailler ces blocs-là parce que la ligne t'inspirait vraiment cette ligne-là en tant que telle? Alors moi, comme je te disais au début du podcast, Ouais. je fais très très peu de blocs. OK. Enfin, des fois, je touche pas un bloc pendant une année entière, ou OK. même plus. Je fais très peu de blocs, donc quand je fais un bloc, ben, c'est vraiment la ligne qui m'attire. OK. Quand il y a eu le Covid en mars 2020-2021, Mhm. là j'ai fait un peu plus de blocs parce que ben on n'avait pas trop le droit de grimper et puis c'était un peu plus facile, un peu plus discret. Ouais. Donc je faisais pas mal de blocs. Mais c'est un peu la seule période de ma vie où j'ai vraiment fait du bloc. OK. Après, voilà, c'est une année, je vais voir un bloc, je vais être là, waouh, comme Big Nose, j'ai vu la ligne, je suis là, waouh, cool, je vais m'investir, je vais faire ce bloc. Peut-être que je vais faire les deux trois blocs dans les environs qui sont V11, V12, V13. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment, si je passe devant une ligne qui m'inspire, je vais y aller. OK. Mais, mais c'est pas du tout, je fixe pas mes objectifs en pensant à un bloc, quoi. OK. Je comprends. Puis si, exemple, on reprend ça pour la voix, est-ce que pour la difficulté, est-ce que, exemple, quand tu arrivais dans une certaine cotation, dans le fond, tu trouvais une voix plus. Tu sais, mettons que tu étais rendu dans le 5-14A, est-ce que tu essayais de grimper, mettons, 5-6-7-14A avant d'aller essayer une 14B? Ou toi, peu importe la cote ou whatever, tu l'essayais directement? Non, en fait, c'est pareil en voix. Si la ligne, OK. elle m'inspire, j'y vais. Enfin, je OK. fonctionne vraiment comme ça. OK. Fait que ce que je comprends, c'est que t'es pas quelqu'un qui est super cartésien là, dans sa façon de trouver des projets. Toi, tu y vas vraiment plus avec le feeling puis avec l'inspiration. Fait que c'est vraiment Ouais. cool parce qu'il y a tellement plein de types de grimpeurs. Là. Tu sais, moi, je parle, tu sais, justement, je parlais avec. On a fait un épisode, là, l'épisode 1 de la saison 3 qui était justement c'est quoi que ça prend pour grimper 5, 14 et plus. Là, puis on décortiquait justement toutes les cotations. Puis les deux personnes avec qui je parlais sur le podcast, ils étaient super tu sais, méticuleux, là, vraiment dans leur très carré, là, dans leur façon d'avancer dans le fond dans le processus. Mais toi, je remarque vraiment que tu y vas beaucoup plus avec avec l'inspiration, puis tu t'apprends à découvrir la ligne en même temps de la grimper. En tout cas, c'est un petit peu ça que je comprends là, à force de te parler, mais c'est vraiment hot de voir les deux discours, si on veut, différents. Ouais.
Ouais, c'est vraiment, moi j'y vais en fonction de la ligne, si elle m'inspire. Par exemple, là, au Pic Saint-Loup Mhm, et j'étais là dans l'optique d'essayer une voie, hein, donc un 9B. J'ai mhm, jamais encore eu de processus dans un 9B et puis c'est ce que je voulais faire, j'étais là pour ça. Et j'avais un super feeling dans la voie et je sentais que je pouvais la faire. Mais il y a un move tout en bas de la voie qui était impossible pour moi. Mais vraiment, j'ai essayé en long, en large et en travers. Et les autres qui essayaient, elles m'ont dit, mais tous les moves sont durs, mais celui-là, c'est pas un move dur. Et, et je comprenais pas, j'essayais. Et peut-être c'est morphologique, je sais pas. Mais résultat, j'arrivais pas à ce mouvement. Et du coup, j'étais là, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je suis capable d'enchaîner la voie, mais ce move-là, je peux pas le faire, alors je peux pas mhm. mettre de run, quoi. Et un jour, j'ai été dans la voie d'à côté, parce que j'ai un local ici qui essayait, que je connais bien. Et la voie est beaucoup moins dure, mais j'ai grimpé dedans, j'étais là, waouh, la ligne, elle est incroyable. Et finalement, bah, j'ai dit, bon, ben, j'abandonne cette voie, et j'ai été dans cette voie, j'ai mis 3 essais, je l'ai faite. Et puis OK. maintenant, on est aujourd'hui, je vais partir, quoi. Et, euh, Et voilà, et là je repars et je suis content d'avoir fait cette voie. C'était pas mon objectif, mais en fait j'ai fait une voie qui est hyper belle. Ok, elle est moins dure. Il n'y a pas eu le processus que je cherchais, le processus de vraiment travailler un projet dur. Mhm, Mais je repars quand même avec une ligne qui m'a fait vibrer, pas par sa difficulté, mais qui m'a fait vibrer par ses émotions, par la beauté des prises, des mouvements. Et voilà, je suis mhm. tout aussi content. C'est quand même la base de notre sport, quoi. Ben oui, c'est d'avoir du plaisir, là. Tu sais, on peut tellement des fois s'oublier, si on veut, dans les cotations, puis dans les objectifs de réussir, puis il faut absolument que je réussisse telle voie, tel bloc, ou quoi que ce soit, mais en bout de ligne, tu sais, faut pas oublier que à la base de ce qu'on fait, tu sais, on n'est pas obligé, là. Tu sais, on n'est pas, tu sais, c'est pas comme si on Obligé, non. rentrait, tu sais, c'est pas comme si on devait puncher in, puncher out, là. Tu sais, c'est vraiment, on y va par passion, là. Fait que, good. Exactement, ouais. J'adore ça. Et ensuite de ça, je voulais qu'on parle aussi de tes grands défis, si on veut, dans les dernières années par rapport à quelques points. Puis tu sais, tu me diras si dans. Tu sais, moi, j'avais noté 4 points que je voulais qu'on parle. Puis tu sais, on n'est pas obligé de parler des quatre là, si tu n'as pas eu des défis ou des challenges, là, si on veut, dans toutes ces sphères-là. Mais j'avais marqué des challenges en entraînement, des challenges en mental. Fait que vraiment, s'il y avait des barrières psychologiques là, qu'il a fallu que tu travailles. Au niveau de la nutrition, parce que je sais que des fois, pour certains grimpeurs, grimpeuses, c'est un sujet qui est chaud présentement là, dans le domaine de l'escalade. Puis aussi au niveau des tactiques. Fait que je sais pas s'il y en a un de ces quatre-là qui t'interpelle un petit peu plus. Ouais, tout, on peut parler de tout, hein. Mhm. Après, moi, je suis sur l'entraînement, le mental, la nutrition. C'est vraiment 3 points où je suis pas un exemple, quoi. Donc la nutrition, voilà, il y a beaucoup de grimpeurs qui mangent quasi pas pour être le plus léger possible, surtout Ouais. en compétition. Alors moi, c'est pas du tout ça. Moi, je mange énormément parce que OK. je mange à ma faim et je mange beaucoup de fromage et voilà, je me prive de rien, quoi. Yeah! Si j'ai envie de boire une bouteille de vin avec des amis, je bois une bouteille de vin et voilà, je me prive pas du tout. OK. Et ouais, pour la nutrition, voilà. Je sais j'aurais beaucoup de points à améliorer, mais j'aime aussi vivre. Je suis un bon vivant et voilà, j'ai besoin de manger des choses qui me font plaisir et Mhm. je me prends pas du tout la tête avec ça. OK. Fait que tu calcules pas, exemple, tout ce qui est protéines, glucides, Pas tu sais, tout, c'est plus tu manges, si tu as envie de manger ça, tu le manges. Puis that's Bah, it, là. moi, je vais calculer quel fromage manger, à quelle saison, parce qu'il me fait plus plaisir celui-ci ou celui-là. OK. J'aime ça. Ça fait tellement français, là. Non, 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 ça fait plus Ça suisse fait que français quand même. Suisse. OK, OK. J'aime ça. Faut pas confondre. OK. All right. Puis sinon, par rapport au mental, est-ce que tu as eu dans les dernières années des moments aussi qui ont été plus difficiles mentalement ou est-ce qu'il y a des moments aussi que tu t'es reposé des questions ou que tu as eu des remises en question par rapport
à ton processus puis tout Alors ça? ça, c'est toute ma vie, la remise en question. OK. J'ai un mental qui peut à la fois vraiment me tirer vers le bas OK. ou me pousser vers le haut. Hmm. Voilà, j'ai vraiment ces deux côtés. Il y a quelques années, je faisais encore de la compétition. J'ai arrêté la compétition pour faire que de la falaise. Mhm. Donc ça a été une remise en question. Ça a été beaucoup de questions posées. Ça a été voilà, quand même un grand. Parce que moi, quand j'ai commencé l'escalade, dès le plus jeune âge, j'ai commencé la compétition et j'en suis jamais sorti. Alors OK. décider à 23 ans, quand je venais d'arriver chez les adultes, enfin j'avais pas 23 ans, mais quand je venais d'arriver chez les adultes, j'ai fait 2 ans. Et de déjà décider d'arrêter la compétition, ça a été un peu rude pour moi. Mhm. Mais j'avais l'impression que c'était ce qu'il y avait de bon parce que bah, j'aimais le caillou et j'arrivais pas à aller assez sur le caillou. Parce que voilà, moi je sais que physiquement, j'ai pas forcément des gros talents. Et donc, si je fais que de grimper en falaise, je vais être trop faible pour les compètes. Et si je m'entraîne vraiment pour les compètes physiquement, ben, je vais pas toucher assez de cailloux. Donc, j'ai pris cette Mhm. décision-là. Et donc, ça, c'était un peu mon premier comment dire, dilemme Ouais. mental. Et après, ben voilà, un peu ces dernières années, je m'entraîne pas toute l'année, mais Mhm. je m'étais fixé des objectifs hivernaux. Donc la première année où j'ai arrêté la compète, je me suis entraîné comme un malade pour un objectif en hiver. Et juste avant cet objectif, je me blesse, je me casse une Ouais. cheville. Euh, donc après, ça a mis quasi une année avant que je serre vraiment une prise. Ensuite, quand j'étais enfin prêt à resserrer une prise, je me suis réentraîné comme un malade pour un autre objectif que je m'étais fixé, un objectif plus haut. Et arrivé sur place en Espagne, il m'est arrivé des petits problèmes de santé, et donc j'ai dû rentrer. OK. Et donc ça fait quand même 2 années de suite, je me dis, ouah, est-ce qu'il y a un truc que je fais faux? C'est pas possible. Ouais. Et puis, euh, et puis ben voilà, là après, je me suis pas du tout investi dans l'entraînement. Euh, Parce que j'avais plein de petits projets en Suisse, mais la météo faisait que ça marchait pas. Et voilà, ça peut Mhm. arriver, il y a des années comme ça. Et du coup, là, je suis arrivé en France avec un objectif et, euh, et j'étais pas du tout entraîné, donc j'avais des doutes. Et finalement, je pouvais faire la voie, mais j'avais ce problème de ce premier mouvement en bas de la voie et je me suis dit, ouah. Et j'y ai passé 3 semaines à essayer et j'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon temps, mais comme je disais avant, j'ai trouvé une autre voie qui m'a fait plaisir sur la fin du voyage Qui te fait vivre les et émotions que tu c'était voulais cool. vivre aussi, là, ouais. Voilà, et du coup, ben, forcément, beaucoup de remises en question et surtout, j'ai un peu l'impression que ça fait 3 ans que j'avais envie de vivre un gros processus dans une voie dure et Mhm. ça fait 3 ans qu'il y a quelque chose qui m'en empêche. Et Ouais. donc, ça, c'est un peu dur à accepter. La première année, ça a été dur à accepter, mais voilà, tout de suite après la blessure, je me suis fixé des protocoles pour revenir le plus fort possible. J'ai fait beaucoup de suspensions en mono pour pas utiliser mon doigt blessé. OK. Et du coup, ben voilà, ça m'a permis de faire action directe, ça m'a permis de faire plein de choses cool. Mhm. Euh, et du coup, voilà, après la deuxième année, ouais, ça m'a mis un coup au moral parce que j'avais l'impression d'avoir enfin des ailes pour voler et elles ont été coupées quasiment directement. Mhm. Et puis bon, bah là, voilà, c'était peut-être pas le meilleur choix de projet, mais c'était quand même cool et j'ai quand même pu travailler une voie et voilà. OK. Ça n'a pas abouti, mais c'est que partie remise. Mais du coup, Exact. j'ai un peu ce sentiment de perte de temps depuis 3 ans, quoi. Ouais. Alors ouais, je suis encore jeune, mais le temps, il passe vite aussi et j'en ai conscience. Ben oui. Ben oui, c'est clair. Puis c'est quoi que. Tu sais, c'est. Tu sais, je me pose la question, c'est quoi qu'il y a à retenir? Tu sais, c'est comme des. On dirait que c'est comme des clins d'œil de la vie, là. Tu sais, dans le sens que. Je sais pas s'il y a comme une leçon à retenir de tout ça, tu sais, c'est. Ah, c'est ce que je me demande, quoi. C'est ce que Ouais. je me pose comme question. Après, voilà, il y a... En fait, cette année, j'ai vraiment eu une des pires années en escalade pour moi. OK. Alors, j'ai quand même fait Beyond au printemps, j'ai fait Big Nose, j'ai fait quelques voies cool, Ouais. mais moi,
j'ai pas réalisé quelque chose de dur comme j'aimerais, en fait, Par rapport à tes attentes, et là, c'est ça, ouais. par rapport à mes attentes. Et du coup, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que c'est une très très mauvaise année pour moi en OK. escalade, mais par contre, il y a plein de choses qui sont ouvertes à moi, euh, qui sont autres que dans l'escalade, en fait, dans le OK. relationnel, dans le privé. Et puis, je me dis que voilà, c'est comme tu dis, c'est peut-être un clin d'œil de la vie, que, ok, l'escalade m'a pas souri encore, mais j'ai eu plein de belles choses qui sont arrivées. Ouais, Et, et l'escalade, ça fera aussi, quoi. exact. C'est clair. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, des fois, quand on. Tu sais, j'imagine que t'es quand même très focus, là, justement, tu sais, dans l'escalade, là. Fait que c'est sûr que des fois, des setbacks dans l'escalade, ça nous permet de réaliser que, crime, il y a toutes ces autres sphères-là qui peuvent nous amener les mêmes émotions, comme on disait tantôt, qu'on vit dans l'escalade, mais d'une façon différente, là. Puis je pense qu'ultimement, des setbacks comme ça aussi, ça nous permet de manager nos attentes. Tu sais, est-ce que tu dirais que grâce à tous ces setbacks-là, tu étais capable de, tu sais, dans les prochaines années, est-ce que tu penses que tu vas aborder tes attentes par rapport à tes performances puis tout ça d'une façon différente de avant? Je pense et j'espère que ça m'a appris des choses. Mhm. On dit qu'après une blessure, on devient toujours plus fort, plus mature. Ouais, J'espère que c'est mon cas. Je sais qu'en tout cas, la blessure au doigt, ça m'a rendu plus mature dans le sens où je fais très attention quand je serre une prise. Alors des fois, c'est un peu frustrant parce que mes premières montées dans une voie, je serre jamais la prise à 100%. mhm, Donc des fois, ça peut être un peu frustrant. Mais en fait, ça peut aussi m'éviter de me blesser. Et j'ai mhm. l'impression que je sais m'écouter un peu mieux, quoi. OK. Donc, euh, donc, voilà. Nice. Je pense qu'on sort toujours un peu plus mature d'une blessure ou Ouais, d'un phénomène comme ça. exact, parce qu'on parle souvent de ressortir plus fort physiquement, mais je pense qu'une blessure comme ça nous renforce aussi mentalement. Surtout mentalement pour moi. Ouais, surtout mentalement. Ouais. Puis là, ça fait combien de temps que t'es plus blessé? Ça fait quasiment un an, j'imagine. Si tu m'as dit que tu as fait Big Nose cet été, ça fait un an et quelques mois, Ouais, alors j'imagine. après, pendant la poulie, en fait, j'ai jamais arrêté de grimper. Mais au début, je OK. grimpais avec deux doigts pour pas utiliser mon annulaire. Et après, gentiment, je prenais des prises en tri-tendu. Donc, Ouais. vraiment des prises avec les doigts ouverts, sans serrer les prises. Et du coup, en fait, je m'adaptais, je grimpais différemment, quoi. J'essayais OK. quand même des voies. J'ai toujours été dans des blocs et voies un peu durs, forcément moins durs que en forme, mais quand même dans des trucs durs, mais en m'adaptant, OK. sans utiliser mon doigt ou en l'utilisant différemment. Donc, je dirais que ça fait un peu plus d'une année que je l'utilise comme avant, quoi. OK. Je comprends. OK. Nice. Puis sinon, au niveau des autres sphères, on a parlé de mental, nutrition, entraînement, je pense qu'on en a quand même déjà parlé. Niveau tactique, est-ce qu'il y a des stratégies que tu as implémentées, si on veut, dans ta grimpe pour devenir meilleur tactiquement parlant? Hmm. Je pense que c'est important de faire un peu des réflexions un peu sur sa séance Mhm. après avoir grimpé. Euh, c'est une bonne question en fait. Ouais, Moi, je mets pas grand-chose en place pour progresser tactiquement, mais je pense qu'il y a des choses que je fais naturellement sans c'est m'en ça. rendre compte, qui me font, parce que ça fait quand même quelques années que je grimpe, mais j'arriverai pas à mettre les mots sur ce que je fais. OK. Mais voilà, je pense que c'est bien d'analyser ce qu'on fait. Par exemple, quand on a un projet, d'un coup, on arrive à un move qu'on arrive presque jamais. Se dire, Mhm. ah bah waouh, ok, qu'est-ce que j'ai fait de différent? Au lieu de tout de suite réessayer le move en mode, oh, j'y arrive, et tu le réessayes tout de suite et tu n'y arrives pas, et du coup, tu le réessayes, 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 et puis tu n'y arrives pas. En fait, tu es Mhm. juste en train de créer de la fatigue, donc c'est normal que tu n'y arrives pas. Exact. Bah voilà, le move et tu dis, oh, ok, qu'est-ce que j'ai fait de différent? Est-ce que mon pied, il était un petit peu plus sur la droite? Est-ce qu'il était un peu plus ouvert? Mhm. Est-ce que mon bassin il était plus proche du mur, plus sur mon pied?
Ouais. Euh, il- voilà, d'un essai à un autre ou d'une séance à une autre, on n'est pas plus fort. Donc, si on arrive, c'est qu'il y a un petit détail qu'on a fait de différent. Et ça, c'est important de le conscientiser et de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait de différent, quoi. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que moi, je sais que je grimpe énormément avec mon feeling et je suis incapable des fois de dire qu'est-ce que je fais de différent. Et souvent, quand je grimpe avec mes potes dans des projets durs, comme par exemple un de mes plus grands acolytes de projet, Samuel, euh, à chaque fois, il me dit, ah ouais, ok, mais t'as fait quoi? Et je suis là, mais j'en sais rien. Et il me dit, putain, tu fais chier. Ah, Et c'est lui, bon en ça. fait, il est énormément dans l'analyse et il conscientise absolument tout ce qu'il fait. Et c'est aussi une force. Mhm. Et je pense que d'avoir un mélange des deux, c'est très bien. De Ouais. vraiment savoir écouter son feeling, c'est génial parce que ça permet de s'adapter en toutes circonstances. Ça permet de faire une méthode ou un détail différent sans s'en rendre compte et sans devoir y penser. Mhm. Mais par contre, savoir ce qu'on a fait, c'est bien. Et du coup, savoir le conscientiser et analyser un minimum, c'est bien. Je pense qu'un Ouais. mélange des deux, c'est important. Ouais, c'est vrai. Puis je pense que c'était Eric Hurst qui disait ça dans un de ses podcasts, là, je sais pas si tu le connais, là, Training for Climbing, là. C'est comme un podcast américain, mais il disait qu'il y avait comme deux types de grimpeurs. Tu avais comme le grimpeur, comme tu disais, il l'appelait le engineer, fait que l'ingénieur. Puis tu avais l'artiste. Puis il disait que souvent, tu sais, t'as comme les deux types de grimpeurs. Fait que tu sais, l'artiste, c'est un petit peu comme toi, là. Tu sais, il arrive en haut de la voie ou du bloc, puis il a aucune idée de ce qui vient de se passer, mais il est allé au feeling, puis comme il était vraiment dans un état de flow intense. Puis l'ingénieur, ben, c'est comme l'autre qui va dire, OK, je vais positionner exactement mon pied de cette façon-là pour, tu sais, qui va tout analyser vraiment avant de le faire. Fait que c'est le fun Ah bah de ça, voir les c'est deux côtés, là. exactement Samuel et moi. OK. Samuel, c'est le cerveau du duo et puis moi, je fais comme je peux, quoi. Et moi, à côté de lui, j'ai pas de cerveau. Lui, c'est vraiment l'ingénieur et puis moi, des fois, je fais, je comprends pas ce que je fais, Ouais. mais voilà. Mais lui, j'imagine que, en tout cas, je le connais pas, là, Samuel, mais j'imagine que ça doit arriver que quand il arrive sur la voie, il est peut-être plus dans sa tête, ça se peut-tu? Tu sais, est-ce qu'il y a peut-être un petit peu plus de misère que toi à être dans un état de flow puis de présence ou tu t'as pas remarqué ça? Parce que des fois, mettons, ce que. Ah, moi, Ouais. ouais, moi, je suis souvent dans un état de flow où quand je suis bien dans la tête et que j'essaye un projet et que ça se passe bien, je suis Mhm. tout le temps dans un état de flow et je conscientise absolument rien. Enfin, si j'enchaîne mon projet, j'aurais aucune idée de te dire si j'ai grimpé 5 minutes ou 20 minutes. Je saurais pas te dire qu'est-ce que j'ai fait de différent, qu'est-ce que j'ai fait de bien, pas bien. Je conscientise très peu. Après, j'ai quand même appris à le faire OK. parce que tu es obligé d'apprendre à conscientiser et d'analyser. Donc, j'y arrive quand même un peu, mais c'est pas naturel pour moi. Et OK. donc, si je me concentre pas à le faire, Ouais. j'ai aucune idée de ce que c'est. Surtout quand tu travailles les moves aussi, j'imagine, là, parce que tu sais, c'est sûr que quand tu travailles un move, tu sais, ça peut être difficile, comme de se mettre dans un état de flow à chaque fois que tu réessayes le move, mais là, tu sais, quand tu le travailles, c'est Ah là, important, quand je tu pense, de. ouais, quand t'essayes les mouvements et puis que tu travailles les mouvements, c'est plus facile à être dans l'analyse. Parce que Mhm. bah, tu essayes un mouvement, tu vois que tu es proche, tu dis, OK, peut-être si je mets mon pied un peu plus comme ça marchera mieux. Tu essayes, ça marche moins bien, tu dis, OK, bon, ça c'est une mauvaise idée. Tu essayes de mettre le pied un peu dans l'autre sens. Ah tiens, ça marche mieux. Donc c'est Mhm. plus facile d'être dans l'analyse à ce moment-là. OK. Mais, moi, je sais que ça m'arrive souvent, même quand je travaille les mouvements, de me dire, ouais, ok, ça marchait, mais qu'est-ce que j'ai fait de différent? Mhm. Et ouais, c'est Cool. vraiment deux profils différents de grimpeurs. Ouais. Dernière chose que je voulais qu'on parle, on en a discuté un Ouais. petit peu, mais c'est par rapport à ton processus de blessure, en fait. Ça s'est passé comment? Le processus, autant, mettons, mentalement, que ça a pris combien de temps, tout revenir en force? Parce que je pense que tu as grimpé 5-15 après ta blessure, si je me souviens bien. Ouais, ouais.
Fait Avant que, et après, ouais. avant et après, c'est ça. Fait que comment ça s'est passé après? Est-ce que ça a été difficile de te remettre dans un état mental aussi que tu pouvais croire que tu pouvais revenir Bah, ça, à un pic performance? ça dépend beaucoup de ta blessure, ça dépend beaucoup de ta motivation, de ta détermination, ça dépend de plein de choses. Des fois, on a une toute petite blessure où on n'a pas besoin de s'arrêter. Des fois, on a Mhm. une grosse blessure où on est obligé de s'arrêter. Donc, ça dépend beaucoup. Moi, pour la poulie, je me suis blessé, j'ai jamais arrêté, mais je me suis entraîné complètement différemment. OK. Donc, je me suis entraîné énormément en gros muscles parce que j'avais pas besoin des doigts. Mhm. Je me suis entraîné énormément en souplesse aussi. Mhm. Première fois de ma vie que j'ai fait autant de souplesse. Enfin, j'en Ouais. faisais tous les jours, 2 fois par jour. OK. Crime. Euh, je me suis inventé un protocole de doigts aussi où je faisais, j'entraînais tous mes doigts. Donc, je forçais sur tous mes doigts sauf l'annulaire, OK. où je localisais un peu chaque doigt. Ouais. C'est là aussi où je me suis dit, ah bah tiens, je commence à devenir, à développer des bons skills en mono. Mhm. Et c'est là où après je me suis dit, bah, je peux aller dans l'action directe. Enfin voilà, ça a été un peu. Je suis parti d'une base en étant. En fait, ma frustration d'être blessé au moment où j'étais le plus fort dans ma vie, ça m'a tellement fait chier, quoi, Mhm. que ça m'a donné une motivation encore plus grande à continuer de m'entraîner encore plus fort pour revenir le plus fort possible, en fait. Mhm. En fait, j'avais pas envie de mettre une croix sur cet état de forme que j'avais réussi à avoir. Et du coup, j'avais juste envie de le transférer à un autre moment en étant encore plus fort, quoi, avec encore d'autres qualités. Mhm. Et donc, voilà, j'ai essayé de bosser là-dessus. Euh, et voilà, ça dépend toujours de la blessure que tu as. Forcément, moi, l'année d'après, donc enfin, l'hiver passé, quand j'ai eu des problèmes de santé, j'ai dû me faire opérer au ventre. Mhm. Donc là, forcément, je pouvais rien faire. Je OK. pouvais même pas bosser les doigts, enfin, je pouvais rien porter, même pas 2 OK. kilos. C'était du canapé, quoi. Donc, OK. bah, j'ai fait du canapé, j'ai joué avec mon chien, et puis voilà. Puis, un peu avant de pouvoir recommencer, bah, j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à même courir un peu, Mhm. alors que j'aime pas ça. Et même la souplesse, en fait, je pouvais pas faire au début parce que ça tirait sur les cicatrices, c'était pas Ouais. bon. Euh, donc, voilà, forcément, ça dépend toujours de la blessure que tu as. OK. OK. Puis le doigt, juste par curiosité, c'était quoi la blessure? C'était une poulie déchirée C'est une complètement ou rupture bien? totale. Ouais, OK. ouais. Fait que tu as eu une opération dans ton doigt Non, ou. il y a plus d'opération maintenant. La poulie, elle se reconstruit mieux naturellement. OK. Faut juste attendre. OK. Ouais. Faut juste immobiliser le doigt pendant au moins 2 mois. Et c'est cette immobilisation-là qui est vraiment importante. OK. OK. Je comprends. Ah ouais, parce qu'avant, il y en avait des opérations là, pour les poulies, normalement, me Ouais, ouais. semble. Il y a OK. même pas si longtemps que ça, ouais. Ouais, Et puis là, peut-être que dans certains pays, ils opèrent encore, mais ici, non. OK. Ah ouais, puis ils ont découvert que c'était mieux selon les Mhm. études, de comme la laisser se réparer tout seul que de l'opérer, là. Ouais, en fait, c'est un docteur à Zurich, Ouais. docteur Schweitzer, qui a fait des études avec Fred Nicole et d'autres grimpeurs très forts. Mhm. Euh, et il a vraiment étudié un peu les poulies, comment elles se reconstruisaient mieux, qu'est-ce qui était le mieux à faire. Il a inventé une petite bague en fait qui vient serrer son doigt au niveau de la poulie. Mhm. Et en fait, ça permet de coller le tendon à l'os sans que enfin, pendant que la poulie est en train de se reconstruire en fait, pour pas que OK. le tendon y mette de la tension sur cette poulie pendant qu'elle est en train de se reconstruire. Ah ouais. Et donc là, c'est une bague à garder pendant 2 mois, jour et nuit. Et puis voilà, ça aide vraiment à la cicatrisation, quoi. OK. Ah ouais, c'est intéressant. Puis là, est-ce que tu dirais que t'es rendu là, j'imagine que t'es complètement guéri là, de ta poulie en ce moment? Alors, normalement, je suis complètement guéri. OK. Après, je la sens et je pense que je la sentirai toujours. OK. Parce que voilà, il y a quand même, je pense que en fait, quand elle se reconstruit, il me semble qu'elle se reconstruit un petit peu plus élastique. OK. Et du coup, elle est un peu plus souple. Et peut-être c'est pour ça aussi que tu la sens. Et, euh, et voilà, moi j'ai discuté avec pas mal de grimpeurs qui se sont déchirés des poulies et ils m'ont tous dit qu'ils la sentaient encore. OK. Après, c'est pas vraiment tout pour eux.
Et quand tu passes le cap de l'échauffement, tu la sens plus trop. Mais après, quand tu grimpes depuis 10 ans sans arrêt et que tu grimpes un peu dans du dur et que tu mets en tension tes doigts quasiment tous les jours, euh, t'as souvent un petit peu mal aux doigts, t'as souvent Ben les doigts oui, un peu rouillés. Voilà, c'est classique. aussi ouais, c'est classique quoi. Enfin, quand tu grimpes depuis 10 ans à fond ou plus, bah, c'est normal que tes doigts ils commencent à Mhm, faire un petit peu mal ou des petites douleurs de temps en temps. Voilà, faut juste écouter son corps et écouter ce qu'il nous dit, quoi. c'est vrai. Cool. Dernière question de nos auditeurs. C'est une question bonus. Ça ressemble à quoi le setup d'amener ton chien avec toi quand tu grimpes en falaise? Là, j'imagine qu'il est à Oh côté de là toi, là, là, ton chien en ce moment. J'imagine qu'il ouais, doit être à elle dort côté. dans les pieds, ouais. Hein? Non, 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 rien, ouais, c'est ça, parce que j'ai vu il y a une couple de personnes sur la chaîne Instagram là, qui ont vu justement en tout cas, j'imagine qu'ils ont vu les vidéos que tu as mis avec ton chien dans ton backpack. Ça ressemble à quoi? Est-ce que tu fais ça tout le temps? Non, non, en fait, bah, c'est là au Pic Saint-Loup. OK, C'est une falaise en fait qui est pas compliquée d'accès, mais c'est pas une falaise au bord de la route. Donc OK. il y a une vingtaine de minutes de marche en Mhm. montée. Et puis après, en fait, on arrive devant comme une petite grande voie, mais un peu en mode terrain d'aventure. C'est pas très dur. On l'a fait OK. en chaussures avec le sac à dos, quoi. Mais du coup, c'est vertical, quoi. Donc le chien, il peut vraiment pas monter. Même le chien le plus agile du monde, il ne peut pas monter. OK. Bah, je suis obligé de la prendre dans le sac et puis de la monter, quoi. Voilà. Ah ouais, puis est-ce que tu l'as. Tu sais, parce que quand j'ai vu la vidéo, là, je voyais elle avait l'air quand même bien. C'est un gars ou une fille, by the way? C'est une femelle. Ok, c'est une femelle, ok. Ok, fait que là, tu la mets dans le sac, là, tu l'attaches, puis elle est toute serrée. Ouais, ouais, bah, elle bouge pas, elle est tranquille. Ok. En fait, elle comprenait même à chaque fois qu'on arrivait au pied de la falaise, elle se mettait assise, elle attendait que je vide les affaires du sac pour la mettre dedans. Elle a vraiment compris le processus, quoi. Ah ouais, nice. Let's go. Ouais. Parfait. Donc voilà. Merci d'avoir pour vrai, d'avoir été sur le podcast, d'avoir accepté de venir. Ça fait déjà quasiment une heure qu'on parle. What's next pour toi? Est-ce que tu as des projets, t'as-tu des projets dans les prochains mois? Est-ce que tu as un projet hors escalade que Alors, tu veux partager sur la plateforme aussi? Est-ce que je pense que tu fais du coaching si tu veux si tu veux en parler aussi? un petit peu de coaching, ouais, mais un peu de coaching et un peu d'ouverture. OK. Après, les prochains projets, ben, ça va être de revenir en Suisse et puis je pense que je vais faire 1 ou 2 mois d'entraînement un peu pour me ressentir bien parce que ça fait quand même depuis ce printemps que je me sens pas du tout à mon prime et que je me sens pas hyper bien et c'est physiquement quoi. Et c'est Mhm. pas une sensation super agréable. Et puis ben voilà, je vais aussi devoir travailler un peu pour remettre un peu de l'argent de côté pour des projets un peu plus personnels. Mhm. Et puis, euh, et puis voilà, ça c'est un peu les projets à venir. Et après, ben, en termes d'escalade, j'ai des petits projets en Suisse, mais pendant que je m'entraînerai, quoi, les week-ends, pour prendre OK. l'air, j'irai essayer une voie ou deux que j'ai en tête, mais pas d'énormes projets Rien de en- majeur pour pour l'instant. l'instant, mettons. OK. Rien de majeur. Et voilà, l'année prochaine, j'avais envie d'aller en Norvège pour 3 mois. OK. Mais pour là, me mettre un gros projet, mais c'est pas du tout sûr que je puisse l'année prochaine à cause du professionnel et puis aussi financièrement, parce que OK. Norvège, ça coûte cher. Ouais, puis 3 mois, tu sais, Donc est-ce que toi, voilà. tu travailles à distance? Tu sais, peux-tu travailler un petit peu pendant que tu es là-bas ou tu sais pas quelque chose qui est possible tant que Non, ça? je peux pas travailler à distance, non, OK. malheureusement. Peut-être dans le Sinon, ça aurait futur. été Ouais, c'est ça. Good. Ben, merci à toi. Donc, Merci d'avoir été là. Puis merci à toi. on peut te trouver sur Instagram, c'est Dylan Chua Exactement, sur Dylan, Instagram. tiré du bas, je suis là. Ouais, OK. Puis ta chaîne voilà. YouTube, c'est la même chose, j'imagine. Ma chaîne YouTube, c'est la même chose. Après, je mets pas beaucoup de contenu. De temps en temps, un film quand ça nous fait plaisir de faire un film. OK. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir. Ça fait toujours plaisir. Good. Fait que merci à toi. Puis écoute, passe une bonne fin de journée. Puis au plaisir de te revoir dans le futur ou de croiser dans une falaise quand je vais être en Europe ou peut-être à Squamish.
Peut-être à Squamish, ouais. Yeah! Je promets d'y venir une fois. Let's go! Bon, ben, bonne fin de journée à toi. Bye! Merci, ciao. Ciao!